Boninga Awa, dans l'équipe Nanga Mobimba, tant que Naï, Nasa présidente, à Moufoua Mounen, Nakati à partir de PES, Naloba qui n'a retiré l'indifférente. Je crois que Bomoni Awa, Toza Basi Mobimba, Eza Awa, on a voulu soutenir, Wao et Kofotama Lelo. Pour Fati Béton, Asa Yanzambe, Tozo Benga et Fati de Nazareth. Autu kozuela biso mipepe ya sika yango wana lelo toyeke no to appuye yango mutu nyonso azolanda biso tozosenga na bino siko bozala alerte parce que Béton aye mobimba. Je crois c'est un peu ça topesi batu nyonso bamboto. Merci beaucoup, on est ensemble biso toza mobondo ti bakosilisa na kati nde biso tokozali. Ce qui inclut le frais de fonctionnement des institutions. Au point 5, dépenses et prestations, je parle bien de l'article 37 de la loi sur les finances publiques, fonds secret de recherche, FC, ticket de voyage et autres. Près de 900 milliards de francs congolais. Et ça alourdit le budget de fonctionnement des institutions. Il y a aussi, dans le transfert de subventions, les interventions, les prestations sociales, Monsieur le Premier ministre, vous y avez alloué 2 000 milliards de francs congolais. C'est inacceptable. Monsieur le Premier ministre, notre pays est en guerre. Je vais nous poser la question, nous tous qui sommes ici, qui d'entre nous ici peut accepter que son enfant qui vient de terminer soit l'université, soit les humanités, aille à Kamina faire la formation militaire pour défendre le pays? Personne n'enverra son enfant, justement parce que nos militaires ne sont pas bien payés. Et nous tous ici, nous avons dit que c'est gâcher l'avenir d'un enfant, l'envoyer faire l'armée. C'est inexplicable pour un pays en guerre. Ici, je me rappelle que lorsque le Japon frappa les États-Unis à Pearl-Harbor, les Américains furent mobilisés. Chaque dignitaire du régime à l'époque envoyait un enfant faire les services militaires. Les ministres, les députés et autres. Et voir les enfants qui étaient refusés dans les services militaires, beaucoup s'épandaient parce qu'ils estimaient qu'ils étaient humiliés le fait qu'ils n'étaient pas acceptés dans les forces armées pour aller défendre leur pays. Et chez nous-mêmes en politique, nous ne savons pas envoyer nos enfants faire l'armée pour protéger notre pouvoir. C'est très grave parce que notre budget pose déjà problème. Je ne veux pas aller dans des... Je vais rester dans les chiffres de ce Premier ministre. Je vous fais une proposition. En fait, certainement, nous allons, je vais revenir à l'écofine. Mais accordez-moi une minute seulement, je vais aller dans les chiffres que le budget nous a donné. Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, vous y avez alloué 261 milliards 532 millions 945 588 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 30%. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, FC et autres, vous y avez alloué 791 milliards 525 millions 821 800
811 francs congolais, nous vous proposons la réduction de 50%. Et ainsi de suite, 30% aussi dans les interventions, nous aurons à récolter. Si les conflits allaient dans le sens de la proposition, nous allons récolter 1000 milliards 345 millions 672 millions 517 francs congolais. Et voyez, monsieur le Premier ministre, qu'on vous allouez à l'armée chaque mois pour rémunération 62 000, l'armée et la police, 62 milliards de francs congolais comme rémunération. Avec cet argent, il est possible que nous puissions doubler de 62 milliards à 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il nous restera une enveloppe que nous allons déverser dans le CPP pour appuyer la gratuité d'enseignement. Et parce que, monsieur le Premier ministre, vous allez constater que cette réduction ne touche pas aux droits acquis. Parce qu'en réalité, si nous étions sérieux, on aurait touché même à ce qu'on appelle droits acquis. C'est-à-dire salaire des députés, des ministres et de tout le monde dans ce pays. Parce que nous sommes un pays, nous sommes en difficulté. On ne peut pas donner l'impression que nous demandons à notre peuple de faire des sacrifices, alors que nous-mêmes, dirigeants, nous ne faisons pas ces sacrifices. Par l'exemple. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, ce qu'un ministre touché hier soit divisé par terre. Nous devons accepter que ce qu'un député touché hier soit divisé par terre. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais de quoi je parle. Alors, chers collègues, pour chiter, de toute façon, le Premier ministre n'a rien à faire pour l'instant. Parce qu'il a déjà déposé ce projet de budget. C'est nous qui en sommes maintenant le maître. Parce que nous pouvons faire de ce projet de budget tout ce que nous voulons. Et ici, je voudrais bien m'adresser aux collègues de l'Est. Vous qui êtes en droit à la sécurité, vous qui souffrez avec nous, bien entendu, vous qui venez régulièrement ici, à avoir des pancartes, voulant sécher des plénières, et l'occasion nous est donnée maintenant de corriger ces budgets. C'est l'occasion qui nous est donnée de corriger ce budget et de revoir des fautes en compte de manière à doubler, voire même tripler le budget de l'armée et de l'État. Merci beaucoup. Il a tout dit, honorable président. Je vois le Premier ministre. Il a vraiment une fille sympathique, prêt à aider la République. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il est libre? Je ne pense pas, parce que je pose cette question pas aux estimés collègues que je respecte beaucoup. Je pose la question au Premier ministre, chef du gouvernement. Est-ce qu'il est libre? Parce que si le Premier ministre, chef du gouvernement, était libre, il devrait prendre une décision courageuse de supprimer purement et simplement cette escroquerie financière au sommet de l'État, je cite le RAM. Mais parce qu'il n'est pas libre, il se réserve. Honorable Président, je ne prendrai pas ce temps. J'ai dit ici, c'est l'expression suffrée de son gouvernement. Et je tiens à vous informer que je me réserve aujourd'hui parce que à la date du 16 septembre, vous avez adressé une question orale avec débat au Premier ministre. Laquelle question tourne autour de son programme et va tourner autour du débat d'aujourd'hui.
est passé de plus ou moins 70% habituellement à 36%. Cette enveloppe intègre notamment le recrutement et la mise à la retraite au sein de l'administration publique, de l'armée, de la police, ainsi que de la poursuite de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. En vue d'améliorer les conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement entend asseoir une politique salariale axée sur la rationalisation des rémunérations. Troisièmement, les biens matériels et prestations. 2050,7 milliards de francs congolais, montant qui par rapport à son niveau d'exercice 2021 de l'ordre de 1435,9 milliards de francs congolais, représente un taux d'accroissement de 42,8%. Ces dépenses comprennent le fonctionnement des institutions, chiffré à 873,1 milliards de francs congolais. Le fonctionnement des ministères, y compris le financement des réformes d'un apport de 913,8 milliards de francs congolais. La subvention aux services déconcentrés d'un montant de 22,8 milliards de francs congolais. Les charges communes chiffrées à 241,1 milliards de francs congolais. En sus du fonctionnement courant des services, les dépenses des biens matériels et prestations couvriront, entre autres, les charges liées à la sécurisation du pays, au fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires dans le cadre de la gratuité de l'enseignement privé, à l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments essentiels, à l'achat des intrants agricoles, au financement des réformes des finances publiques de l'administration publique, à l'accompagnement des provinces dans l'élaboration de leur plan de développement, au désenclavement des zones inaccessibles en province et à la production des permis de conduire biométriques sécurisés avec tous. Quatrièmement, transferts et subventions. 1916,1 milliards de francs congolais, qui par rapport à leur niveau de 2021, chiffré à 1533,1 milliards de francs congolais, réalise un taux d'accroissement de 25%. Ils comprennent la rétrocession aux administrations financières, chiffrée à 750 milliards de francs congolais. Le transfert aux provinces et aux entités territoriales décentralisées au titre de fonctionnement et d'un apport de 447,8 milliards de francs congolais. Les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques évaluées à 358,6 milliards de francs congolais. La subvention aux organismes auxiliaires et services ex-VPO d'un montant de 15 milliards de francs congolais. La TVA remboursable d'un apport de 263,5 milliards de francs congolais. La mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État pour une première quantité de 15 milliards de francs congolais. Cinquièmement, dépenses d'investissement. 7182,2 milliards de francs congolais par rapport à leur niveau initial en 2021, chiffré à 4271,3 milliards de francs congolais. Cette rubrique réalise un taux d'accroissement de 68,1%. Elle se décline comme suit. Investissement sur ressources propres, les points ci-après. Le contexte socio-politique du pays.
l'effet marquant de l'environnement économique récent sur le plan international et national assorti de perspectives. La situation de l'exécution de la loi de finances à fin juin 2021. Les grandes lignes du cadre budgétaire à moyen terme 2022-2024. La présentation proprement dit du projet de loi de finances 2022, lequel contient un budget national équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 20 730,1 milliards de francs congolais. À travers ce projet de loi de finances, le gouvernement de la République entend marquer sa volonté de donner suite à ses engagements pris devant la représentation nationale, conformément à la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Ces engagements, vous le savez, ne visent qu'une seule chose, l'amélioration du bien-être de la population. Le chef de l'État ayant placé l'homme au centre de son action. L'amélioration de ce vécu de la population ne sera possible que grâce à l'augmentation du niveau des recettes de l'État et à une meilleure maîtrise des dépenses. Comme vous le savez, et comme vous avez pu le constater, la constitution de la réserve de 500 milliards de francs congolais pour l'exercice 2022, destinée aux premières opérations électorales, et de 250 milliards de francs congolais pour celle du début des opérations de recensement et d'identification de la population, constitue un signal fort de notre gouvernement pour la poursuite de l'ancrage démocratique de notre pays et la normalisation de la vie citoyenne. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, fort de tout ce qui précède et face aux énormes défis dressés devant nous devons avoir le courage de faire des choix. Et ces choix peuvent par moments s'avérer difficiles. Mais il faut le faire et l'assumer en toute responsabilité. Comme nous le rappelle souvent le président de la République, chef de l'État, la route qui mène vers le changement et le progrès n'est pas toujours toute faite. Elle est parfois, et bien souvent parsemée d'embûches, de toutes sortes d'obstacles. Et ces obstacles, c'est ensemble que nous devons les surmonter. À cet instant même, les Congolais sont très préoccupés et on attend des résultats concrets des politiques publiques actuellement en chantier et qui sont notamment portées par le projet de loi de finances qui vient de vous être présenté ce jour. Ce n'est un secret pour personne. Nos compatriotes ne croient plus aux intentions et aux dogmes. Ils veulent palper et vivre dans le vécu quotidien le changement. En optant pour le réalisme budgétaire et l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques, l'objectif affirmé de votre gouvernement est d'agir véritablement une orientation nette des ressources vers les secteurs productifs.
sont abattus. Monsieur le Premier ministre, vous m'avez vu descendre du Perchoir, c'est-à-dire que la cité est grave. Monsieur le Premier ministre, je vais commencer mon propos par une histoire que j'ai racontée une fois dans cet hémicycle. Cette histoire vaut autant pour le gouvernement que pour l'Assemblée nationale. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de la dalle gardée par les militaires dans une forêt? C'est-à-dire, monsieur le Premier ministre, 5 minutes. dans un royaume, Vous n'allez pas les 100 ans après, on gardait une dalle. Mais un nouveau commandant est arrivé dans la garnison. Il pose la question. que 5 Mais minutes. cette dalle, on la garde pourquoi? Personne ne pouvait me répondre. Ah non, c'est comme ça que nous faisons, nous gardons cette dalle, ça fait des années. Le commandant dit, mais comment on peut garder une dalle comme ça? En pleine course, on nous place des militaires, lui dit c'est comme ça, d'habitude c'est toujours comme ça. Et le commandant, très malin qu'il était, il est allé fouiller dans les archives, il s'est rendu compte que c'était une histoire rocambolesque. Qu'est-ce qu'on lui dit? Les documents enseignent, il était question d'aller poser la première pierre pour la construction d'une garnison militaire, loin de la ville. Et en principe, on devait construire la date pour que le roi demain vienne poser la première pierre. Parce que c'était dans la brousse, les animaux sauvages étaient passés la nuit et ils ont dérangé la date. Le matin, le roi ne pouvait pas poser la pierre et il a instruit cette fois-là qu'on construise la date et qu'on la fasse garder jusqu'à ce qu'il viendra poser la première pierre. Comme la première pierre n'a jamais été posée, la dalle fut gardée 100 ans. Et après, personne n'a compris, personne ne pouvait expliquer pourquoi la dalle continue à être gardée. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire ici, et vous, le gouvernement, et nous, le Parlement. Nous sommes en train de garder une dalle, et lorsqu'on pose la question pourquoi on la garde, personne ne sait répondre. Alors, je vais faire comme le commandant qui est venu, qui a posé la question, qui est allé vérifier dans les archives pour comprendre pourquoi on peut garder une dalle comme ça pendant des années, pas bien. Monsieur le Premier ministre, vous savez, depuis que notre pays a accédé à son indépendance, moi qui vous parle ici, je suis un ancien opposant. Vous vous adressez au président. Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis un ancien opposant. Nous avons eu à dénoncer de manière aussi claire la gestion de ce pays par le régime Hutu, par le régime Kabila. Et ce n'est pas pour rien qu'on le faisait. C'est parce que, en principe, nous avons estimé que tous ces régimes étaient des régimes de prédation. Ces régimes concentraient tous les efforts du peuple, tout ce qu'il y avait comme richesse entre les mains d'un petit groupe d'individus. À travers, vous en doutez, le budget que nous sommes en train de voter. Il ne suffit que de voir ces budgets, vous allez comprendre que c'est ça la réalité. Et ce budget démontre clairement que le peuple est laissé pour compte. Je vais vous donner des exemples, monsieur le Premier ministre. Quand vous ouvrez le document 1, qui est en fait le squelette du budget, à la page 46, 47, vous allez voir que pour les équipements militaires, on y a alloué 2 milliards de francs congolais. Ce qui fait l'équivalent d'1 million de dollars dans un pays. Mais il vous souviendra que dans le même hémicycle, lorsque vous présentiez votre programme d'action, dans le cadre du budget, dans le cadre budgétaire à moyen terme, vous avez ici expliqué de manière claire quelles étaient les priorités de votre gouvernement. Si j'ai bonne mémoire, c'était 16 piliers, dans lesquels la pacification de l'Est du pays, le social et l'enseignement étaient des priorités de priorité. Aujourd'hui, ce mandat ne peut réussir que si la gratuité de l'enseignement réussit et que si l'Est du pays est pacifié. Mais comment pouvons-nous arriver à ces résultats?
on a un budget qui ne reflète pas en fait la vision que vous nous avez présentée. Un budget, c'est quoi en fait? Un budget, c'est une vision exprimée en chiffres, en termes de recettes et de dépenses. Le budget reflète la vision qu'a le gouvernement. Alors, monsieur le Premier ministre, nous nous sommes entretenus. Au nom du président, vous me demandez de m'adresser à vous, mais ce n'est pas vous qui avez présenté le budget, je m'excuse. C'est comme ça que j'essaie de parler au Premier ministre. À la plénière. Alors, monsieur le Premier ministre, nous avions discuté, vous vous souvenez, longuement sur la réduction des trains de vie des institutions. 5 minutes. Mais aujourd'hui, ce budget, je l'ai bien scruté, honorable président et chers collègues. L'article 37 de la loi sur les finances publiques établit 16, je dis bien 9, excusez-moi, 9 titres comme squelette d'un budget. Il s'agit bien de la dette publique en capital, intérêt sur la dette publique, dépenses du personnel, biens et matériels, dépenses des prestations, là où nous trouvons les FCR, les fonds secrets de recherche, FC, voyages, tickets et autres, transferts et subventions, dépenses d'équipement, dépenses de réhabilitation, construction et addition d'ouvrages, neufs, prêts et avances. Ce qui me réjouit, c'est que dans le prêt avance, vous n'avez rien marqué, parce que nous avons, quand j'ai posé la question, il y a les FPI et les autres services de l'État qui font déjà cette travail. Mais regardez comment vous avez réparti cet argent, monsieur le Premier ministre. Vous avez débordé les 5 minutes. 5 minutes. Poursuivez. Biens et matériels, ce qui inclut le frais de fonctionnement des institutions. Au point 5, dépenses et prestations, je parle bien de l'article 37 de la loi sur les finances publiques, fonds secret de recherche, FC, tickets de voyage et autres. Près de 900 milliards de francs congolais. Et ça alourdit le budget de fonctionnement des institutions. Il y a aussi, dans le transfert de subventions, les interventions, les prestations sociales, monsieur le Premier ministre, vous y avez alloué 2 000 milliards de francs congolais. C'est inacceptable. Monsieur le Premier ministre, notre pays est en guerre. Je vais nous poser la question, nous tous qui sommes ici, qui d'entre nous ici peut accepter que son enfant qui vient de terminer soit l'université, soit les humanités, aille à Kamina faire la formation militaire pour défendre le pays. Personne n'enverra son enfant. Justement parce que nos militaires ne sont pas bien payés. Et nous tous ici, nous avons dit que c'est gâcher l'avenir d'un enfant, l'envoyer faire l'armée. C'est inexplicable pour un pays en guerre. Ici, je me rappelle que lorsque le Japon frappa les États-Unis à Pearl-Harbor, les Américains furent mobilisés. Chaque dignitaire du régime à l'époque envoyait un enfant faire les services militaires. Encore les ministres, les députés et autres. Et voir les enfants qui étaient refusés dans les services militaires, beaucoup se pendaient parce qu'ils estimaient qu'ils étaient humiliés, le fait qu'ils n'étaient pas acceptés dans les forces armées pour aller défendre leur pays. Et chez nous-mêmes en politique, nous ne savons pas envoyer nos enfants faire l'armée pour protéger notre pouvoir. C'est très grave parce que notre budget pose déjà problème. Je ne veux pas aller dans des... Je vais rester dans les chiffres, monsieur le Premier ministre. Je vous fais une proposition. En fait, certainement, nous allons, je vais revenir à l'écofine. Mais accordez-moi une minute seulement, je vais aller dans les chiffres que le budget nous a donné. Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, vous y avez alloué 261 milliards 532 millions 945 588 francs congolais. Nous vous proposons
proposons la réduction de 30%. Et en ce qui concerne les frais de fonctionnement, FC et autres, vous y avez alloué 791 milliards, 725 millions, 821 811 Congolais. Nous vous proposons la réduction de 50%. Et ainsi de suite, 30% aussi dans les interventions. Nous aurons à récolter, si les conflits allaient dans le sens de la proposition, nous allons récolter 1000 milliards 345 millions 672 millions 517 francs congolais. Et voyez, monsieur le Premier ministre, que vous allouez à l'armée chaque mois pour rémunération 62 000, l'armée et la police, 62 milliards de francs congolais comme rémunération. Avec cet argent, il est possible que nous puissions doubler de 62 milliards à 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il nous restera une enveloppe que nous allons déverser dans le CPP pour appuyer la gratuité de l'enseignement. Et parce que, monsieur le Premier ministre, vous allez constater que cette réduction ne touche pas aux droits acquis. Parce qu'en réalité, si nous étions sérieux, on aurait touché même à ce qu'on appelle droits acquis. C'est-à-dire salaire des députés, des ministres et de tout le monde dans ce pays. Parce que nous sommes un pays, nous sommes en difficulté. On ne peut pas donner l'impression que nous demandons à notre peuple de faire des sacrifices, alors que nous-mêmes, dirigeants, nous ne faisons pas ces sacrifices. Par l'exemple. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, ce qu'un ministre touché hier soit divisé par terre. Nous devons accepter que ce qu'un député touché hier soit divisé par terre. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais de quoi je parle. Alors, chers collègues, pour chiter, de toute façon, le Premier ministre n'a rien à faire pour l'instant. Parce qu'il a déjà déposé ce projet de budget. C'est nous qui en sommes maintenant le maître. Parce que nous pouvons faire de ce projet de budget tout ce que nous voulons. Et ici, je voudrais bien m'adresser aux collègues de l'Est. Vous qui êtes en droit à la sécurité, vous qui souffrez avec nous, bien entendu, vous qui venez régulièrement ici, à avoir des pancartes, voulant sécher des premières, et l'occasion nous est donnée maintenant de corriger ces budgets. C'est l'occasion nous est donnée de corriger ce budget et de revoir des fonds d'encontre de manière à doubler, voire même tripler le budget de l'armée et de l'État. Merci beaucoup. Premier ministre, qu'ils prennent un jour, qu'ils descendent au marché Samba Zikita, au marché Laurent Désiré Kabila, pour demander à ces paisibles mamans, à ces paisibles citoyens, qu'est-ce que vous pensez des performances économiques réalisées? Et il aura la réponse, honorable président. S'agissant de la crise à l'Est, honorable président, on ne peut pas résoudre une crise tout seul, et surtout sans se trouver une zone d'équilibre. Les méthodes d'avant, les repères traditionnels ne peuvent pas permettre de résoudre la crise. Il faut des idées novatrices, il faut des méthodes nouvelles pour résoudre la crise. C'est vraiment de faire le plaidoyer des non-forces de défense et de sécurité. Honorable Président, les informations à ma possession font état de détournement de fonds destinés aux militaires à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut les sanctionner. Or, honorable Président, l'organisation,
Président, vous pouvez demander à nos collègues femmes qui sont ici si elles peuvent aujourd'hui conduire paisiblement à Kinshasa. C'est un pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je serai disponible car c'est ça mon cheval de bataille. Et c'est la branche la plus importante pour relever les défis du développement de notre pays. Honorable Président de l'Assemblée nationale, permettez-moi d'exprimer mon inquiétude depuis plus d'une décennie lorsque le gouvernement élabore le budget de la République. La question que je me pose, toutes les provinces contribuent à travers les taxes et impôts. Les Sud-Ubangi à travers les services de mobilisation des recettes. Elles contribuent surtout sur la taxe due à l'État, en fait, sur les droits dus à l'État pour la taxe de l'exploitation des caoutchoucs. Elles contribuent énormément, pour ne citer que cela. Mais comment se fait-il, sur le plan dispatchif, elle a toujours une petite enveloppe par rapport aux autres provinces. Ce n'est pas une question de jalousie, chers collègues, mais nous voulons que toutes les provinces de la République se développent au même moment. Ici, dans le document numéro 6, à la page 205, je vois un montant alloué au Sud-Ubangi de 1,393,947 congolais. Si nous répartissons à 5 niveaux territoires, ça va nous donner 1 milliard 630 millions 78 789 000 francs congolais. Monsieur le Premier ministre, pour le développement de cette partie de la République, il faut la construction de ponts, la construction des routes de dessertes agricoles, l'électricité, l'eau potable, et le dragage de la rivière Mongala. Honorable Président, je voudrais également demander au Premier ministre de nous envoyer la répartition de cette enveloppe par territoire. Pour terminer, Monsieur le Premier ministre, le budget de 10 milliards est toujours moins pour un pays comme le nôtre. Je vous informe que vous avez la possibilité d'accroître ce budget. Et je vous promets, avec la permission du président de l'Assemblée nationale, qu'à travers les entreprises qui produisent beaucoup et ont moins de charges telles que l'OGFM, RVM, DGRAC, ainsi de suite, si les élus du peuple font du sérieux contrôle, les entreprises donneront beaucoup au trésor public. Nous, les députés, nous pouvons vous aider utilement à identifier les vrais problèmes de la population et par où commencer. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable président, de la parole m'accorder. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, avant toute chose, au lieu de féliciter et ou de remercier le Premier ministre, chef du gouvernement, je préfère les saluer de sa présence ici. Honorable Président, l'exercice d'aujourd'hui, c'est-à-dire le débat général sur la loi de finances exercice 2022, est une expression chiffrée du programme du gouvernement que nous avons
approuvé ici à presque 90% les députés dans cette salle. Honorable Président, après l'intervention de mon estimé collègue, membre du bureau, je cite l'honorable Kaboun Wakaboun, je ne pouvais pas prendre la parole parce qu'il a tout dit. Il a tout dit, honorable Président. Je vois le Premier ministre, il a vraiment une figure sympathique, prêt à aider la République. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il est libre? Je ne pense pas, parce que je pose cette question pas aux estimés collègues que je respecte beaucoup. Je pose la question au Premier ministre, chef du gouvernement. Est-ce qu'il est libre? Parce que si le Premier ministre, chef du gouvernement, était libre, il devrait prendre une décision courageuse de supprimer purement et simplement cette escroquerie financière au sommet de l'État. Je cite le RAM. Mais parce qu'il n'est pas libre, il se réserve. Honorable Président, je ne prendrai pas ce temps. J'ai dit ici, c'est l'expression suffragée de son gouvernement. Et je tiens à vous informer que je me réserve aujourd'hui parce que à la date du 16 septembre, vous avez adressé une question orale avec débat au Premier ministre. Laquelle question tourne autour de son programme et va tourner autour du débat d'aujourd'hui. C'est ainsi que j'attends le chef du gouvernement avec son équipe. C'est une seule question et je crois que vous allez programmer cette question orale avec débat et c'est ces jours-là que je vais rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement. Je ne l'accorde pas. Fournir des efforts pour que ces slogans puissent se convertir en une réalité, comme l'a dit le Premier ministre. Raison pour laquelle nous allons devoir parler d'un problème qui concerne la rémunération. La rémunération qui est une des rubriques qui est reprise dans le document, je crois, numéro 5. Et si je vois dans le document numéro 5, il doit y avoir, je crois, la section rubrique 25-27 qui concerne l'armée. On essaie de justifier l'augmentation de cette rémunération dans le ministère de l'Intérieur ainsi que de la Défense, mais à d'autres activités, mais ce n'est pas directement lié au sort de nos militaires. J'aimerais à ce que le gouvernement, dirigé par son Excellence Sam, puisse réellement revoir à la hausse le solde de nos soldats, de nos militaires. Le solde est trop médiocre. Il est trop médiocre alors. C'est mieux qu'on puisse revoir à la hausse. Et c'est possible de revoir à la hausse. Autre chose, nous parlons de la loi budgétaire, c'est-à-dire nous parlons de l'argent. Mais cet argent, tel que nous sommes en train de voter cette loi, nous sommes à 10 milliards, bravo, mais on pouvait faire plus. Honorable Président, je voudrais soulever le cas des minéraux que nous exportons. Je venais du Katanga, j'ai eu à faire des enquêtes personnelles. En réalité, quand on parle de 10 000 tonnes exportées, en réalité, ce n'est pas 10 000 tonnes qui sont exportées, c'est 20 000 tonnes. Qu'est-ce qui se passe? Les véhicules qui transportent le minerai, comme les exploitants, nos partenaires miniers, ils savent que dans l'exportation, ils doivent payer des redevances. Il y a les RLT, la redevance logistique terrestre, qui doivent payer. En lieu et place de charger de 40 tonnes dans un track, ils vous chargent 80 tonnes dans le track. Mais en réalité,
administrativement parlant, on nous signale que c'est 40 tonnes qui sont sorties. Et dans les 40 tonnes, c'est là où on parle du pourcentage qu'a soulevé l'honorable Yao Kossou. Il y a les redevances. Mais ce que nous perdons semble être énorme, la raison pour laquelle nous disons que nous pouvons faire mieux par rapport au budget qu'on venait de nous allouer. J'ai commencé par féliciter le gouvernement pour avoir déposé le budget à l'heure. Non seulement ça, mais il a quand même augmenté l'enveloppe allouée à l'agriculture et l'élevage. C'est ça la clé du développement. Je lui ai demandé de ne s'arrêter pas là parce que nous avons les accords qu'on a signés à Maputo et à Malabo, les accords selon lesquels le budget de l'État doit commencer à allouer au moins 10% du budget à l'agriculture. C'est pourquoi je lui ai demandé de multiplier les efforts pour pouvoir atteindre ces montants-là. Pour la province du Sud-Ubangui, quand même elle produit, n'est-ce pas? Mais elle a besoin de moyens pour qu'elle puisse se développer. Les infrastructures routières, les constructions des hôpitaux, des centres de santé, des écoles, tout cela avec l'enveloppe qu'il a donnée au Sud-Ubangui, moi j'ai trouvé que c'est peu, puisque les Sud-Ubangui contribuent quand même à l'élaboration du budget. Montons là, pour atteindre ces 10 milliards, la province du Sud-Ubangui a contribué énormément, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre de voir un peu cet état des choses. Ils nous ont été répartis, puisqu'on avait beaucoup à dire, alors raison pour laquelle nous sommes un peu résumés. Néanmoins, le grand problème qui ronge la province du Haut-Katanga ainsi que celle de Lualaba, ce sont les surcharges, les surtonnages qui constituent aussi un manque à gagner et qui contribuent aussi à la pollution des villes de la place. Je crois que peut-être par écrit, nous allons devoir transmettre certaines observations à la commission ECOFIN pour que les membres de cette commission soient mieux informés par rapport à notre exposé qui a été limité dans le temps. Et par rapport au budget, quelle est votre approbation? Quel est votre avis? Approbation ou... Non, il y a quand même des avancées, puisqu'on quitte de 6 à 10, c'est pour dire qu'il y a des avancées, mais le budget que nous avons ne reflète pas les réalités des richesses que nous avons. C'est la nuit et le jour. Raison pour laquelle nous allons booster le gouvernement des Warriors dirigé par Sama Lukonde pour qu'il puisse encore faire mieux pour que le budget puisse avoir un chiffre qui reflète réellement les richesses que notre pays détient. Merci bien. Nous avons dans la Constitution, article 181, la caisse de péréquation, jusqu'à présent, n'a pas donné un seul sou aux provinces. Or, la caisse de péréquation est constituée de 10% des recettes à caractère national qui sont logées dans cette caisse et qui sont réparties sur les 26 provinces. Je vous donne un exemple, je crois pour l'exercice passé, le Congo central était à 6 milliards et vous prenez la province comme la province de l'Équateur à 24 milliards. Tout ça pour corriger les déséquilibres qu'il y a entre les provinces. Or, quand on ne donne pas cet argent, quand on ne donne pas la caisse de péréquation, on ne verse pas quelque chose aux provinces, cela devient grave. Et les gens, il y a des provinces, vous ne le savez peut-être pas, il y a des provinces qui n'ont que
150 millions, la province de l'Équateur, par exemple, la ressource propre. Et si elle n'a pas... moi, je ne parle pas de la rétrocession, je parle de la caisse de péréquation. De deux, il est prévu que 40% des recettes à caractère national soient retenues directement à la province. Ça ne se discute pas. On n'envoie pas d'abord à Kinshasa et on retrocède. On ne le fait jamais. C'est dans la Constitution. Est valable et régulièrement.